Bonjour à tous et toutes, dans ce nouveau rendez-vous de Potager Maestro. Nous sommes en plein dans cette période un peu charnière entre le potager d'été et celui d'hiver. C'est donc le moment idéal, on s'est dit, pour se pencher sur la culture de la chicorée et puis aussi des scaroles et de la frisée. Mais attention, avant de commencer, une petite information, mais très importante. Cette discussion, elle fait suite à notre émission 37. Vous pourrez la retrouver sur YouTube dans la playlist FAQ, nos questions-réponses. Dedans, on vous parlait justement des différences fondamentales entre chicorée, scarole et frisée, histoire de bien vous guider dans votre choix. Donc, on vous invite vraiment à l'écouter avant, ou après, si ce n'est pas déjà fait. Allez, en route vers cette culture passionnante, démarrons tout de suite notre exploration. Alors, les chicorées, scaroles et frisées, ce sont donc ces fameux légumes-feuilles qu'on aime bien retrouver dans nos assiettes à l'automne et en hiver. Elles font partie de la grande famille des astéracées. Leur nom savant, c'est Cichorium endivia. Et c'est vrai qu'elles représentent une alternative super intéressante et surtout plus rustique aux laitues plus classiques, on va dire. Exactement. Et ce qui est encourageant, c'est que leur culture est tout à fait accessible, hein, même si on débute au jardin. Leur gros point fort, c'est vraiment cette capacité à bien résister au froid. Et ça nous permet de savourer des salades fraîches du jardin bien après que les laitues aient un peu jeté l'éponge face aux premières gelées. Ah, ça, c'est une super nouvelle pour prolonger le plaisir des récoltes. Et il paraît qu'elles ont une longue histoire, ces chicorées. Un petit peu de contexte historique, peut-être. Ah oui, effectivement, leur histoire, elle remonte à loin. On a des traces de consommation qui datent même de la préhistoire. Plus tard, les Grecs, les Romains, ils les connaissaient aussi, mais ils s'intéressaient plutôt à leurs racines, ou alors ils utilisaient les feuilles en infusion pour leurs vertus médicinales. C'est vraiment au fil du temps, grâce au travail patient des sélectionneurs, qu'on a obtenu les variétés qu'on connaît aujourd'hui. Des feuilles plus larges, plus tendres, et, point important, moins amères que leurs ancêtres sauvages. C'est fascinant de voir comment l'homme a pu façonner ces plantes au fil du temps. Et au-delà de l'histoire et de leur côté rustique, quels sont leurs intérêts pour nous, aujourd'hui, au jardin et dans l'assiette? Mais ils sont nombreux. Déjà, sur le plan nutritionnel, elles sont très légères en calories, mais elles sont bien fournies en vitamine C, en calcium, en fer, potassium et aussi en plein d'oligo-éléments, de minéraux. C'est aussi une bonne source de fibres. Et puis, traditionnellement, on reconnaît à la chicorée des propriétés dépuratives, notamment pour aider le foie. Elle facilite aussi la digestion grâce à une fibre spécifique, l'inuline. Bon, bref, c'est vraiment un légume parfait pour enrichir notre alimentation quand il commence à faire froid. Donc rustique, chargée d'histoire, bonne pour la santé, ça donne vraiment envie de se lancer. Mais bon, la première étape, c'est souvent un peu le casse-tête. Choisir les bonnes variétés, comment on s'y retrouve. J'imagine que c'est crucial de bien choisir selon la saison où on veut récolter, et puis selon son climat aussi. Ah oui, c'est absolument fondamental. Alors, prenons les chicorées frisées, par exemple. Si on cherche une variété pour l'été et le début de l'automne, la deux mots, c'est une valeur sûre. Elle est bien volumineuse, elle fait un cœur plein qui blanchit assez facilement et elle tolère bien la chaleur et un peu la sécheresse. Il y a aussi la d'été à cœur jaune, qui est une bonne option pour cette période. Elle est vigoureuse, productive. D'accord. Et si on vise des récoltes plus tardives, pour l'automne avancé ou même le début de l'hiver? Alors là, oui, il faut se tourner vers des variétés qui sont spécifiquement sélectionnées pour leur résistance au froid. La wallonne, par exemple, ou la d'hiver de Provence, elles sont excellentes pour ça. Elles tiennent bien face aux températures basses et permettent des récoltes prolongées, surtout si on leur donne un petit coup de pouce avec une protection, un voile d'hivernage ou un petit tunnel. Compris pour les frisés. Et du côté des scaroles, alors, qui ont ces feuilles un peu plus larges, qu'est-ce qu'on a? Alors pour l'escarole, la géante maraîchère, elle est souvent conseillée, surtout pour ceux qui débutent. C'est une belle variété blonde, la pomme est bien serrée et volumineuse, et elle est réputée assez facile à réussir. Si on veut des récoltes qui s'étalent de novembre à janvier, le cornet de Bordeaux est très intéressant, on le sème en juin-juillet. Et sa particularité, c'est qu'il résiste bien au gel une fois qu'il est mûr, et il a un goût assez prononcé d'ailleurs. Et puis, pour les climats où les hivers sont un peu plus rudes, des variétés comme le cornet d'Anjou, la grosse bouclée, elles montrent une très bonne rusticité, elles craignent pas le froid. Bon, le choix est vaste, ça permet vraiment d'adapter sa culture. Une fois qu'on a trouvé la perle rare, la bonne variété, il faut passer au semis. On va décortiquer un peu cette phase clé, quand et comment on sème. Oui, le semis, c'est vraiment une étape importante. La période, elle est assez large en théorie, on peut semer de février jusqu'en octobre. Ça dépend bien sûr des variétés et du climat local. Mais pour avoir de belles récoltes d'automne et d'hiver, le moment le plus stratégique, c'est plutôt juin et juillet.
Semer à ce moment-là, ça permet d'éviter les grosses chaleurs de l'été, qui sont le principal facteur qui déclenche la montaison. Ah oui, la fameuse montée en graines, l'ennemi juré du jardinier qui veut de belles salades. Donc juin-juillet, c'est la fenêtre idéale pour l'automne-hiver. Mais on peut aussi semer plus tôt ou plus tard si on veut. Oui, tout à fait. On peut faire des semis précoces, en février-mars, mais là, il faut un abri chauffé ou une couche chaude pour avoir des récoltes dès mai-juin. Les semis faits entre mai et août, eux, vont assurer les récoltes d'automne et d'hiver. Et puis les semis plus tardifs, d'août à octobre, c'est possible, mais là, il faudra impérativement une protection type serre froide ou châssis, surtout dès que la température descend durablement sous les 18 degrés Celsius environ. Vous mentionnez souvent cette température de 18 degrés Celsius, ça a l'air d'être un seuil important. Absolument. Ce qui est fascinant en fait avec ces chicorées, c'est leur relation avec la température, surtout pour la germination. C'est un point critique. La température minimale pour que les graines germent bien, c'est autour de 16 degrés Celsius. L'optimum, c'est entre 18 et 20 degrés Celsius. Par contre, si la température du sol monte au-delà de 25 degrés Celsius, là la germination devient beaucoup plus compliquée, voire aléatoire. C'est pour ça que pour les semis en plein été, on conseille vivement de choisir un coin à mi-ombre ou l'endroit le plus frais du potager. D'accord, donc faut viser la bonne température. Et une fois que ça germe, il y a autre chose à surveiller particulièrement? Oui, la vitesse de levée, c'est aussi un bon indicateur. Idéalement, les petites pousses doivent sortir de terre en 2 à 12 jours. Une levée rapide, genre en 2 ou 3 jours, c'est très bon signe. Ça montre que les conditions de départ étaient optimales et ça diminue aussi pas mal le risque de voir les plantes monter en graines plus tard. Compris. Et pour la technique de semis elle-même, on a le choix? Plutôt en petits pots, en pépinière ou directement en pleine terre? Les deux méthodes sont possibles et chacune a ses avantages. Le semis en pépinière, que ce soit en terrine, en plaque alvéolée ou en godet individuel, ça permet de mieux contrôler les conditions au début, température, humidité. Et ça facilite aussi la sélection des plants les plus costauds. On utilise un terreau spécial semis, bien fin, léger. On tasse un peu, on humidifie bien avant de semer. Comme les graines sont fines, on sème assez clair, on recouvre à peine, mais vraiment à peine, d'une fine couche de terreau. Quelques millimètres suffisent. Et on réhumidifie doucement avec un pulvérisateur, c'est l'idéal. Ensuite, on garde ça au chaud, mais sans soleil direct. Une véranda, une serre froide, ça marche bien. Et une fois que ça a levé en pépinière, on fait quoi? Alors, une fois que les plantules ont quelques vraies feuilles, en général après 15 à 30 jours, on doit éclaircir si on a semé en terrine. On ne garde qu'un plant tous les quelques centimètres ou bien un seul plant par alvéole ou par godet. Après, on laisse les plants sélectionnés se renforcer jusqu'à ce qu'ils aient 4 ou 5 vraies feuilles. C'est à ce moment-là qu'ils seront prêts pour être repiqués au jardin. D'accord. Et l'autre option, le semi-direct en place. Oui, le semis direct en pleine terre. Beaucoup de jardiniers préfèrent cette méthode parce qu'elle évite le stress du repiquage, qui peut être justement un facteur qui favorise la montée en graines. Pour ça, il faut bien préparer le sol avant, bien désherber, ameublir juste la surface avec une griffe. Ensuite, on trace des sillons vraiment peu profonds, 1 centimètre à peu près, en respectant déjà l'écartement final qu'on veut entre les rangs, soit environ 40 centimètres. Une petite astuce, c'est de tasser légèrement le fond du sillon, avec le dos du râteau ou même en marchant doucement dedans. Ça assure un bon contact entre la graine et la terre. Et on sème comment? Dans ce sillon plutôt serré, plutôt large? On essaie de semer le plus clair possible, surtout pour les scaroles qui deviennent assez grosses. Pour les frisées, on peut semer un peu plus dense, quitte à éclaircir après la levée. Ensuite, on recouvre très très légèrement les graines, juste en émiettant un peu de terre fine dessus ou en donnant un petit coup de griffe le long du sillon. Et l'étape finale, super importante, arroser généreusement mais délicatement avec une pomme d'arrosoir fine pour pas tout chambouler. Puis bien sûr, maintenir le sol humide jusqu'à ce que tout soit levé. Parfait. Donc, qu'on ait semé en pépinière ou directement en place, après avoir éclairci, on se retrouve avec nos jeunes plants prêts à prendre leur place définitive au potager. Comment on prépare au mieux leur carré? Le sol, il doit être comment? Alors ces chicorées, elles sont assez tolérantes, c'est vrai. Elles peuvent pousser dans pas mal de sols, même un peu lourds ou calcaires. Mais bon, pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, elles préfèrent quand même un sol riche en humus, profond, meuble, bien drainé mais qui reste frais. Un bon apport de compost bien mûr au moment de préparer le sol, c'est généralement l'idéal et ça suffit. Attention par contre à ne pas mettre d'engrais trop riches en azote juste avant de planter, ça favoriserait trop les feuilles au détriment d'une belle pomme bien serrée. Un petit travail du sol sur 10-15 cm de profondeur, ça suffit.
Et pour les plants qui viennent de la pépinière, le repiquage, comment ça se passe? Il y a des astuces pour limiter le choc, le stress de la transplantation? Oui, quelques petits gestes peuvent aider. Déjà, on repique quand les plants ont 4 ou 5 vraies feuilles bien formées. C'est bien arroser copieusement la pépinière la veille, ça aide à sortir les mottes sans trop abîmer les racines. On choisit les plants les plus beaux, les plus vigoureux. Et puis, il y a une technique qu'on appelle l'habillage. Ça consiste à couper juste le bout des racines les plus longues et à raccourcir aussi les feuilles, à peu près de moitié. Ça peut paraître un peu dur, mais en fait, ça limite l'évaporation par les feuilles et ça aide la plante à mieux s'installer en réduisant le stress lié au manque d'eau au début. Intéressant cet habillage. Et pour l'espacement au jardin, il faut prévoir large, j'imagine. Ah oui, il faut leur laisser de la place. Pour les chicorées frisées, on espace les plants d'environ 25 à 30 cm dans tous les sens. Pour les scaroles, qui sont plus volumineuses, il faut compter plutôt 40, voire même 50 cm entre chaque plant. On creuse un trou de la taille de la motte, on y dépose le plant, et attention, point important, ne pas enterrer le collet. C'est la base des feuilles, là où les racines et les feuilles se rejoignent. Il doit rester juste au niveau du sol. Ensuite, on ramène la terre autour, on tasse doucement avec les doigts et, étape indispensable, on arrose bien juste après la plantation, même si le sol a l'air humide. Ça aide la terre à bien coller aux racines. Et pour éviter de se retrouver avec une avalanche de salade d'un coup, et puis plus rien pendant des semaines, on peut échelonner les semis et les plantations, j'imagine, hein. Ah, mais c'est tout à fait la bonne stratégie pour avoir des récoltes en continu. En faisant des petits semis toutes les 2 ou 3 semaines par exemple, de mai jusqu'à fin juillet, début août, on s'assure d'avoir des chicorées à récolter sur une longue période, à l'automne et même en hiver. On peut même s'amuser avec les variétés, commencer par celles qui sont plus précoces, continuer avec les variétés de pleine saison et finir par les plus tardives, celles qui résistent bien au froid pour les toutes dernières récoltes. C'est une excellente approche, ça. Une fois que nos chicorées sont bien installées au potager, quels sont les soins principaux à leur apporter pour qu'elles se développent bien? L'exposition, par exemple? Soleil? Mi-ombre? Alors, au printemps et à l'automne, elles aiment bien le plein soleil. Par contre, pendant les mois d'été où il fait vraiment chaud, elles appréciaient beaucoup une situation à mi-ombre, surtout aux heures les plus chaudes de la journée. Si on n'a pas d'ombre naturelle, on peut très bien utiliser des cagettes retournées posées à côté ou tendre un léger voile d'ombrage au-dessus des rangs pendant les après-midi de canicule. C'est un peu le paradoxe de ces salades, hein. Elles ont besoin d'une certaine chaleur pour germer, autour de 18-20 degrés Celsius, on l'a dit, mais elles craignent les fortes chaleurs pour leur croissance. Ça peut les stresser et les faire monter en graines. Donc il faut un peu jongler. Et l'arrosage, on a bien compris que c'était un point crucial. Des conseils particuliers pour bien arroser? Oui, l'arrosage, c'est vraiment le point clé pour réussir ces chicorées. Le sol doit impérativement rester frais, voire humide, mais attention, jamais détrempé, jamais marécageux. La régularité, c'est ça le secret. Mieux vaut arroser souvent et modérément qu'un gros arrosage de temps en temps. L'idéal, c'est d'arroser directement au pied des plantes en évitant de mouiller les feuillages, surtout le soir. Arroser le matin, ça permet aux feuilles de sécher rapidement pendant la journée et ça limite énormément les risques de voir apparaître des maladies comme la pourriture. Le paillage, ça doit être un super allié pour gérer cette humidité, non? Ah oui, un excellent allié. Le paillage est vivement recommandé. En été, il aide à garder la fraîcheur et l'humidité du sol, donc on arrose moins souvent, et ça limite le stress dû à la chaleur. Et en hiver, il offre une protection contre le gel, au niveau du collet et des racines en surface. On préfère utiliser des matériaux organiques plutôt fins, comme de la paille hachée, des tontes de gazon bien sèches ou des feuilles mortes broyées. Ça évite qu'ils se mélangent trop aux feuilles de la salade quand on récolte. Pour l'hiver, un petit tunnel plastique bas ou un voile d'hivernage posé sur des arceaux, ça peut vraiment bien compléter la protection, surtout si on annonce un grand froid. Et est-ce qu'il faut prévoir une fertilisation particulière pendant la culture? Un petit coup de pouce? Si le sol a été bien préparé avec du compost au départ, normalement, ce n'est pas nécessaire. Comme on l'a dit, il faut éviter les excès d'azote, ça rendrait les plantes plus belles en apparence, mais aussi plus fragiles, plus sensibles aux maladies et aux pucerons. Un petit truc qui semble bénéfique selon certains jardiniers, c'est un léger poudrage de lithotamne. C'est cette algue calcaire marine, riche en calcium et oligo-éléments, toutes les 2 semaines environ, une fois que les plantes sont bien installées. Ça renforcerait la résistance des tissus. Sinon, l'entretien, ça se limite surtout à quelques binages et sarclages réguliers pour garder le sol propre et aéré autour des plants, et puis à enlever les feuilles du bas si elles jaunissent ou s'abîment. Et au potager, elles s'entendent bien avec les autres légumes ou elles préfèrent être seules en île? Le voisinage, ça compte?
Non, non, elles sont plutôt sociables. Elles s'entendent bien avec beaucoup de légumes. Les carottes, les radis, les haricots, d'autres salades, les concombres, les courges, les navets, les pois, les poireaux. On peut aussi les mettre à côté d'aromatiques comme l'aneth ou d'autres légumes-feuilles comme les épinards ou la roquette. Par contre, il semblerait qu'elles apprécient un peu moins la compagnie des asperges et de toute la grande famille des choux. Ah, et d'ailleurs, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que dans les informations qui accompagnent cette discussion, vous trouverez un ou des liens essentiels vers des compléments, y compris des vidéos, qui enrichissent cette émission. On vous invite vraiment à y jeter un œil. Bon, abordons maintenant une technique un peu particulière qu'on associe souvent au chicorée, le blanchissement. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour la chicorée frisée, qui peut avoir une amertume assez prononcée, le blanchiment est quasi indispensable si on veut vraiment l'apprécier. Pour la scarole, qui est naturellement moins amère, c'est plus facultatif, mais ça améliore quand même sa texture et sa douceur. D'accord, c'est intéressant. Et quand est-ce qu'il faut faire ce blanchiment? On le commence environ 10 à 15 jours avant la date où on pense récolter la chicorée. Un point très important, il faut choisir un jour où la plante et le sol sont bien secs pour démarrer l'opération. Si on enferme de l'humidité à l'intérieur, c'est la pourriture assurée. Bien noté, pas de blanchissement sous la pluie. Et comment on fait concrètement? Quelles sont les méthodes? Il y a plusieurs méthodes assez traditionnelles. La plus simple, surtout si on a juste quelques pieds à blanchir, c'est de lier les feuilles. On rassemble doucement toutes les feuilles extérieures vers le haut, un peu comme si on faisait un bouquet, et on les attache au sommet avec un lien souple, du raffia, de la ficelle de jardin, mais sans serrer trop fort pour laisser un peu d'air circuler. Une autre méthode, c'est de couvrir entièrement la plante avec quelque chose d'opaque. Ça peut être une cloche à blanchir spéciale, un grand pot de fleurs en terre cuite qu'on retourne en pensant bien à boucher le trou du fond avec une pierre, un seau opaque, un petit tunnel recouvert d'une bâche noire ou même un grand carton, ça marche aussi. L'important, c'est de bloquer complètement la lumière au niveau du cœur. C'est souvent une bonne idée de soulever un peu la cloche ou le pot de temps en temps pour vérifier et aérer un peu. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on fait ça? Des précautions particulières à prendre? Oui, quelques précautions importantes. La première, et elle est cruciale, avant de lier ou de couvrir la chicorée, il faut inspecter très soigneusement le cœur pour être sûr qu'il n'y a pas de limaces ou d'escargots cachés dedans. Parce que ces petites bêtes, elles adorent les feuilles tendres et pâles qui poussent à l'abri de la lumière et de leurs prédateurs. Ce serait dommage de leur préparer un festin. Ensuite, comme on l'a dit, il faut essayer d'assurer un minimum de ventilation pour éviter la condensation et le développement de pourriture, surtout s'il y a des gelées pendant le blanchissement. Et enfin, c'est mieux de ne blanchir que les chicorées qu'on va récolter très bientôt, parce qu'une fois blanchies, elles deviennent plus fragiles et elles se conservent moins longtemps. Donc, on blanchit au fur et à mesure des besoins. C'est logique. Bon, toutes ces étapes nous amènent enfin au moment le plus sympa, la récolte. Quand est-ce qu'on sait que nos chicorées sont prêtes et comment on les récolte? Alors, le temps entre le semis et la récolte, ça varie un peu selon les variétés et les conditions de culture. Mais en général, on compte entre 2 et 4 mois. Souvent autour de 90 jours après le semis. C'est une bonne moyenne. On récolte au fur et à mesure des besoins, de préférence le matin, une fois que la rosée s'est évaporée, mais avant qu'il fasse trop chaud. La méthode la plus courante, c'est de couper la plante entière, juste au niveau du collet, à la base des feuilles, avec un couteau bien aiguisé ou un sécateur. Mais on peut aussi, surtout si on veut juste quelques jeunes feuilles moins amères pour une salade rapide, cueillir les feuilles extérieures une par une au besoin, un peu comme on fait pour certaines laitues à couper. La plante va continuer à produire de nouvelles feuilles pendant un certain temps comme ça. Et est-ce qu'on peut espérer récolter même quand il commence à faire vraiment froid? Ah oui, c'est l'un des grands avantages de ces chicorées. Elles ont une bonne résistance naturelle au premier froid de l'automne. Et certaines variétés, on l'a vu, sont même sélectionnées pour leur rusticité en hiver. Une simple protection, comme un voile d'hivernage ou un petit tunnel, ça permet souvent de prolonger la récolte de plusieurs semaines, voire de passer une partie de l'hiver dans les régions où les hivers sont doux. C'est vraiment un atout formidable pour continuer à manger des salades fraîches du jardin alors que la plupart des autres légumes-feuilles ont déjà disparu. Super. Et une fois qu'elles sont cueillies, comment on les conserve au mieux? Fraîchement récoltées, elles se gardent quelques jours, disons 2 à 3 jours maximum, dans le bac à légumes du réfrigérateur. Pour qu'elles restent bien fraîches, on peut les envelopper dans un torchon propre et légèrement humide ou les mettre dans un sac en plastique perforé. Pour les conserver plus longtemps, on peut les congeler, mais il faut d'abord les blanchir quelques minutes dans l'eau bouillante salée, puis les refroidir très vite et bien les égoutter.
Elles pourront se garder comme ça environ 6 mois au congélateur, mais elles perdront leur croquant et seront plutôt bonnes à cuisiner, en soupe ou braisée par exemple. Pour conclure sur la culture elle-même, si on devait résumer en quelques points clés les secrets pour mettre toutes les chances de son côté et réussir ses chicorées, scaroles et frisées, ce serait quoi? Alors, je dirais d'abord choisir des semences de bonne qualité et surtout des variétés bien adaptées à sa région et à la saison où on veut récolter. C'est la base. Ensuite, pensez à échelonner les semis pour étaler les récoltes, c'est vraiment pratique. Il faut aussi adapter ses gestes au climat, savoir protéger de la chaleur en été, garder une humidité constante mais sans excès, et prévoir une protection contre le froid en hiver si besoin. Gardez en tête qu'une plante qui est bien cultivée, sans gros stress, elle sera naturellement plus forte, plus résistante. Avoir un peu de patience aussi. Les chicorées, ça prend un certain temps pour former une belle pomme bien généreuse. Et puis mon petit conseil personnel, ne pas hésiter à essayer différentes variétés d'une année sur l'autre. C'est comme ça qu'on découvre celles qui nous plaisent le plus au goût et qui se plaisent le mieux dans notre jardin. On peut dire qu'elles méritent vraiment leur place au potager, finalement. Ah oui, sans aucun doute. Malgré quelques petites exigences, c'est vrai, notamment sur la température de semis et l'humidité, c'est une culture qui est globalement simple. Les plantes sont rustiques, elles sont productives, et puis elles apportent une belle diversité de formes, de textures, de saveurs, y compris cette petite amertume si particulière. Ça permet de varier les plaisirs en cuisine et surtout, de prolonger la saison des salades fraîches bien après la fin de l'été. Encore une fois, les amis de Potager Maestro, nous vous remercions pour votre fidélité. Merci également à tous les auditeurs, les jardiniers passionnés, les maraîchers qui nous suivent et qui enrichissent notre belle communauté. En habitué de la chaîne, vous savez que vous pouvez retrouver cette discussion sur YouTube, mais aussi sur les meilleures plateformes de podcast. N'oubliez pas aussi, si vous le désirez, de faire un tour sur la page Facebook de Potager Maestro pour échanger avec d'autres passionnés comme vous. Et n'hésitez pas à visiter notre site potagermaestro.fr où vous trouverez de nombreux contenus dédiés au potager pour approfondir encore vos connaissances. Nous vous saluons bien et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission.